Retour de l'information sur Médien TV, bienvenue et merci si vous nous rejoignez. Tout de suite, votre journal, voyons ensemble les titres. Le Zimbabwe entre dans une nouvelle ère au lendemain de la démission de Robert Mugabe. Ce dernier a mis un point final à 37 ans de règne sans partage sur le pays en présentant sa démission hier sous la pression de l'armée, de son propre parti, mais aussi de la rue qui a aussitôt laissé éclater sa joie, vous le verrez. Le Premier ministre libanais Saad Hariri est rentré hier soir à Beyrouth, un retour 3 semaines après sa démission choc depuis l'Arabie Saoudite qui a été accusée de l'avoir retenu en otage. Et puis le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances à la famille du général du corps d'armée Abdelhak El-Kadiri, décédé hier à Rabat suite à une longue maladie. Le souverain a souligné que ce décès constitue une grande perte pour la famille d'Abdelhak El-Kadiri, mais également pour le Maroc. Nous reviendrons sur son parcours dans ce journal. Une semaine après un coup de force de l'armée, le président zimbabwéen Robert Mugabe, plus vieux dirigeant du monde, a annoncé sa démission hier. Un moment historique pour le pays. À Harare, capitale du Zimbabwe, le temps était à la fête. Concerts de klaxons et cris de joie. Les Zimbabwéens ont célébré la chute tant attendue du président Robert Mugabe. Vous le voyez sur ces images, un tourbillon de drapeaux et d'euphorie s'est emparé des rues du centre-ville. Ils étaient nombreux à laisser éclater leur joie et leur espoir d'une vie meilleure en ce nouveau jour d'indépendance. Vive l'indépendance, ont d'ailleurs scandé des citoyens, se réjouissant donc d'avoir mis fin à l'ère Mugabe. Quelques réactions à présent. Tout d'abord, celle du président de la Guinée, Alpha Condé, qui s'est exprimé en tant que président de l'Union africaine. Pour Alpha Condé, c'est un soulagement, mais selon lui, les militaires ne doivent pas s'éterniser au pouvoir. Il souhaite que l'armée retourne dans les casernes et prépare une transition politique. Autre réaction, celle du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il appelle les dirigeants du monde à, je cite, être attentifs à leur peuple, ajoutant que cette règle doit être suivie partout dans le monde. La diplomatie américaine s'est également exprimée, saluant un moment historique. Rex Tillerson a déclaré que le départ de Mugabe offre au Zimbabwe une opportunité extraordinaire d'emprunter une nouvelle voie. Enfin, toujours dans la journée de mardi, la première ministre britannique Theresa May a réagi dans un communiqué. Une réaction importante puisque le Zimbabwe est une ancienne colonie britannique. Elle estime, je cite, que la démission de Robert Mugabe offre au Zimbabwe l'opportunité de se forger une nouvelle voie libre de l'oppression qui a caractérisé son pouvoir. Qui sera le nouveau président du Zimbabwe? Les yeux sont rivés sur Emmerson Mnangagwa, lui qui avait été démis de ses fonctions de vice-président au début du mois. Il devrait être nommé président par intérim aujourd'hui, surnommé le crocodile pour son caractère impitoyable. À 75 ans, l'ancien bras droit de Robert Mugabe est en passe d'atteindre son but, succéder au maître jusque-là incontesté du Zimbabwe, d'autant qu'il a déjà été choisi dimanche pour remplacer Robert Mugabe à la direction du parti au pouvoir, la ZANU-PF. 2 semaines plus tôt, son avenir semblait pourtant compromis. Victime des ambitions politiques de Grace Mugabe, la première dame, Emmerson Mnangagwa était limogé de la vice-présidence du pays et perdait ainsi son statut de dauphin du chef de l'État. Voici son portrait, il est signé Soura Aboutara. Il a longtemps attendu son heure. Emmerson Mnangagwa, surnommé le crocodile pour son intransigeance, est en passe d'atteindre son but, se hisser à la tête du Zimbabwe. À 75 ans, cet ancien bras droit de Robert Mugabe est propulsé à la tête du tout-puissant parti au pouvoir, la ZANU-PF. Il a été désigné candidat à la prochaine élection présidentielle, théoriquement organisée en 2018. Né en 1942 dans le sud-ouest d'un Zimbabwe alors britannique, le jeune Emmerson a grandi en Zambie. Fils d'un militant anticolonialiste, il rejoint en 1966 les rangs de la guérilla indépendantiste contre le pouvoir de la minorité blanche. Arrêté, il échappe à la peine capitale et purge 10 ans de prison. Dès l'indépendance du Zimbabwe en 1980, Robert Mugabe lui confie d'importants postes ministériels, tantôt ministre de la Justice, des Finances, du Logement ou encore de la Défense. Il devient au fil des ans un véritable pilier du régime Mugabe. Alors chef de la sécurité nationale, il dirige en 1983 la brutale répression des forces de l'ordre dans l'ouest et le centre du pays. Son bilan n'a jamais été confirmé, mais elle aurait fait environ 20 000 morts. En 2008, il
est chargé des élections auprès du président. Il dirige les fraudes et les violences qui permettent à Robert Mugabe de conserver le pouvoir malgré sa défaite au premier tour. Il accède à la vice-présidence en 2014. Son zèle lui vaut des sanctions américaines et européennes, mais aussi le poste stratégique de chef du commandement des opérations et de tout l'appareil sécuritaire. Il serait aussi l'un des hommes les plus riches d'un régime critiqué pour sa corruption, avec des intérêts dans les mines d'or, fortune amassée notamment lorsqu'il a aidé le président Laurent Kabila à combattre les rebelles en République démocratique du Congo. Après son éviction de la vice-présidence le 6 novembre, il a rompu avec Robert et Grace Mugabe en les accusant de se prendre pour des demi-dieux et en dénonçant un président qui pense être en droit de diriger jusqu'à sa mort. L'hypothèse de son retour au pouvoir inquiète cependant ceux qui n'ont pas oublié son passé. Robert Mugabe quitte en tout cas le pouvoir en laissant derrière lui un pays économiquement plombé par le chômage qui touche plus de 90% de sa population active. Le spectre de l'hyperinflation y a même ressurgi depuis plusieurs mois. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi à l'unanimité une résolution sur la traite d'êtres humains dans des pays en conflit. La résolution vise à créer un partenariat mondial pour lutter contre ces trafics. Elle dénonce particulièrement les groupes terroristes qui profitent de la faiblesse des États pour alimenter donc ces trafics d'êtres humains. Selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il est de notre responsabilité collective d'arrêter ces crimes. Nous devons agir immédiatement pour protéger les droits et la dignité des populations migrantes. Fin de citation. Le patron de l'ONU a ajouté que cela signifie que leurs responsables seront traduits en justice et l'aide humanitaire augmentée. Et cette affaire qui a provoqué choc et indignation partout dans le monde a entraîné le rappel en série d'ambassadeurs, notamment ceux du Sénégal et de la République démocratique du Congo. Le Burkina Faso a également annoncé le rappel de son ambassadeur en Libye. Et puis le Niger, pays limitrophe de la Libye, a demandé par la voix du président Mahamadou Issoufou que la Cour pénale internationale se charge de ce dossier. Abdullah Ali Béchir, le chargé d'affaires de l'ambassade de la Libye au Niger, a lui exprimé l'indignation et l'innocence de son gouvernement, une réaction qui était attendue. Écoutez. Ces réseaux, ces criminels n'ont pas de religion, n'ont pas de couleur, n'ont pas de nationalité. Et l'usage de l'immigration illégale en tant que levier, donc aussi pour avoir de la finance et l'argent pour financer d'autres choses, le terrorisme et d'autres choses. Mais nous voulons simplement mettre l'accent sur le fait que, c'est-à-dire une personne est innocente, ou un pays est innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que nous avons, comme partout, un reportage tout d'un coup qui est diffusé. Maintenant, il faudrait aller au-delà de ça et faire des vérifications. La Libye a ouvert officiellement une enquête et, disons, a mis les moyens donc, pour arriver réellement à, disons, à clarifier au cas où il y a des agissements qui sont contraires à la loi et à au droit international et au droit de l'homme. Je vous le disais en titre, le Premier ministre libanais Saad Hariri est rentré mardi à Beyrouth. Il avait quitté dans la journée la France pour se rendre au Caire puis à Chypre avant de revenir au Liban. Un retour 3 semaines après sa démission choc depuis l'Arabie Saoudite qui a été accusée de l'avoir retenu en otage. Arrivé tard dans la soirée à l'aéroport international de Beyrouth, comme vous le voyez sur ces images. Il est monté dans un convoi sans s'adresser à la foule de journalistes libanais et étrangers qui l'attendaient. Alors que beaucoup dans le pays doutaient de son retour après sa démission le 4 novembre dans des circonstances mystérieuses, il devrait participer demain à la fête d'indépendance du Liban. Au Maroc, en application des hautes instructions du roi Mohamed VI concernant les mesures d'encadrement des opérations d'appel à la générosité publique, une réunion s'est tenue hier à Rabat. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, cette réunion a été consacrée à l'examen du cadre régissant les opérations de bienfaisance. Le but est de combler le vide juridique que connaît cette tradition ancestrale de solidarité et de partage chère aux Marocains. La réunion s'est achevée par un accord sur les principes généraux et sur les orientations qui seront adoptées par le gouvernement pour élaborer un projet de loi. Cette réunion fait bien sûr suite à la bousculade de dimanche à Sidi Boulalem qui a causé la mort de 15 personnes et fait 5 blessés lors d'une opération de distribution de denrées alimentaires.
Et puis, sachez que le roi Mohamed VI a adressé des messages de condoléances et de compassion aux familles des victimes de cette bousculade. Dans ce message, le souverain exprime sa profonde affliction aux familles des victimes, mais aussi ses sincères sentiments de compassion face à cette cruelle tragédie. Le roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions aux autorités compétentes pour prendre toutes les mesures qui s'imposent en vue d'apporter l'aide et le soutien nécessaire aux familles des victimes et aux blessés. Le souverain a d'ailleurs décidé de prendre en charge personnellement les frais d'inhumation et des obsèques des victimes ainsi que les frais de soins des blessés. Le roi Mohamed VI qui a également adressé un message de condoléances à la famille du général de corps d'armée Abdelhak El-Kadiri, décédé hier à Rabat suite à une longue maladie. Je vous le disais en titre. Dans ce message, le souverain a indiqué avoir appris avec une profonde peine et une grande affliction la nouvelle de ce décès. Il a exprimé à la famille du défunt et à travers elle à tous ses proches et amis ainsi qu'à sa grande famille au sein des forces armées royales ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion. Le souverain a souligné que ce décès constitue une grande perte pour la famille d'Abdelhak El-Kadiri, mais également pour le Maroc. Retour sur le parcours d'Abdelhak El-Kadiri avec Hadija Irsan. C'est un bien triste jour pour les forces armées royales. Elles viennent de perdre un de leurs piliers, celui qui a occupé le plus haut grade de l'armée. Le général de corps d'armée Abdelhak El-Kadiri n'est plus. Né en 1936 à El Jadida, il décroche quelques décennies plus tard un diplôme de la prestigieuse école militaire française de Saint-Cyr. Il s'est par la suite forgé un parcours atypique se dévouant aux hautes fonctions militaires qui lui avaient été attribuées. Le défunt a ainsi dirigé l'école de perfectionnement des cadres du ministère de l'Intérieur à Kénitra. Il a également occupé le poste de directeur général de la Sûreté nationale et également celui de directeur général d'études et de documentation. Un parcours bouclé par la fonction d'inspecteur général des phares qu'il a occupé jusqu'au 26 juillet 2004. Et avec une consécration ultime en 2000 où le défunt général a été nommé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, au grade de général de corps d'armée. Suite à son décès, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances à la famille du général de corps d'armée Abdelhak El-Kadiri. Dans son message, le souverain a souligné que ce décès constitue une grande perte non seulement pour la petite famille du défunt, mais également pour sa patrie, qui a perdu ainsi un officier supérieur qui a occupé de hautes fonctions et responsabilités militaires, avec compétence, intelligence et dévouement, et dont la bravoure et la discipline constituent un exemple à suivre. On reste au Maroc où la chambre criminelle de la Cour d'appel de Casablanca a décidé hier soir le renvoi au 28 novembre du procès des mises en cause dans les événements survenus dans la ville d'El Hoceima. Dans une déclaration à la presse, le procureur général du roi près cette cour a indiqué que l'audience s'est déroulée dans des conditions normales, en présence de tous les accusés, aussi bien en détention qu'en liberté conditionnelle, mais aussi de leurs avocats. Je vous rappelle que les mises en cause sont poursuivies de plusieurs chefs d'inculpation, notamment pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, participation à l'organisation d'une manifestation non autorisée et pour la tenue de rassemblements publics sans autorisation. Allez, un mot de sport pour terminer ce journal. L'Ittihad de Tanger a officialisé le départ de l'entraîneur Badouzaki et la signature d'un bail avec Idriss Mrabet. Dans un communiqué publié sur son site officiel mardi, le club du Détroit a affirmé la fin de sa collaboration avec Badouzaki. Sur les 12 compétitions officielles que l'ancien entraîneur a menées, l'IRT n'a en effet pu remporter que 2 rencontres contre 2 défaites et 8 nuls. À l'issue de ces résultats, le club a été éliminé des 8e de finale de la Coupe du Trône de football, tandis qu'il occupe actuellement la 13e place dans la Botola Pro Maroc Télécom. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Médien TV.